Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Money Time. Aujourd'hui, on va revenir sur la deuxième journée des phases de groupe de cet Euro 2024. Une deuxième journée qui nous a réservé beaucoup de surprises et qui nous a donné un petit peu la tendance, que ce soit du côté des favoris, du côté peut-être des surprises et déjà des éliminés de cet Euro. On a eu pas mal de réponses à nos questions. Une deuxième journée donc qui a commencé avec Allemagne-Hongrie, le pays organisateur évidemment, qui affrontait la Hongrie. C'était, on va dire, le match de la confirmation pour les Allemands, puisqu'ils se sont imposés 2-0. Évidemment, pour revenir sur cette deuxième journée de l'Euro, je suis avec Martin. Salut Martin. Salut Coco, salut Val, salut tout le monde. Et je suis avec Val. Salut Val. Salut Martin, salut Coco et salut tout le monde. Et oui, comme je disais, l'Allemagne du coup qui s'est imposée 2-0 dans cette deuxième journée. Voilà, but de Musiala, Gundogan. Ils se sont fait peur quand même les Allemands dans cette première période, mais au final, ils ont quand même réussi à maîtriser tout le match. Et c'est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. En tout cas, c'était la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Chronologiquement. Voilà, chronologiquement. Avant de revenir sur les résultats détaillés des autres favoris, je vais juste faire un point sur le classement de tous les groupes. On a le groupe A donc qui voit l'Allemagne en tête avec 6 points sur 6 possibles, devant la Suisse avec 4 points, elle aussi qualifiée déjà d'office, devant l'Écosse 3e 1 point, et la Hongrie dernière et éliminée de cet Euro avec aucun point. Le groupe B voit un deuxième qualifié d'office pour les huitièmes de finale. Ça y est, c'est l'Espagne avec 6 points. L'Espagne qui nous a franchement surpris avec un très gros niveau de jeu. Devant l'Italie, 3 points. L'Albanie, un seul point, mais devant la Croatie avec un point également à la différence de but. Et puis dans ce groupe C, on a l'Angleterre, première de ce groupe, avec seulement 4 points. Le Danemark, deuxième avec 2 points. La Slovénie, deuxième avec 2 points. Et la Serbie, dernière, éliminée de cet Euro. Tout comme la Pologne dans le groupe D, éliminée, ça y est, depuis le match des Bleus face aux Pays-Bas, qui s'est conclu par un match nul. Donc 4 points de chaque côté, mais c'est les Pays-Bas qui sont devant. Et l'Autriche, troisième avec 3 points. Et ensuite, le groupe E, peut-être le groupe qui va le plus nous hyper dans cet Euro. En tout cas, c'est là où c'est le plus indécis au final dans ce groupe, avec la Roumanie en tête avec 3 points. Et j'ai envie de dire, tout le monde est à 3 points. La Belgique deuxième, la Slovaquie troisième et l'Ukraine quatrième. Tout le monde a gagné une fois et perdu une fois. C'est exceptionnel ce groupe. Et puis le dernier groupe, c'est le groupe du Portugal. Le Portugal qui est le troisième déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Enfin, sûr et certain en tout cas. Avec 6 points. Devant la Turquie avec 3 points, la République tchèque avec 1 point et la Géorgie qui a marqué son tout premier point dans l'histoire de l'Euro. C'était face à la République tchèque. Voilà pour les classements des différents groupes de cet Euro. Valentin, je te laisse continuer avec les résultats détaillés des favoris. Et on a eu peut-être le choc de cette deuxième journée, peut-être même le choc de ces phases de groupe avec Italie et Espagne. Ouais, on savait très bien que dans ce groupe, de toute façon, il y allait avoir de belles oppositions avec la Croatie, l'Espagne et l'Italie. Mais là, l'Espagne et l'Italie nous ont fait surtout l'Espagne, hein, franchement, a affiché un excellent niveau de jeu. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a eu 1-0, donc victoire de l'Espagne avec un but de Calafiori contre son camp à la 55e. Pas de buteur, donc vraisemblablement comme ça. On a eu des bonnes performances, notamment Lamine Yamal, et puis Nico Williams aussi. Moi, c'est surtout, c'est Louis en parlait précédemment, et c'est vraiment ce qui change vraiment cette équipe d'Espagne, alors qu'avant, on avait Enrique avec un jeu beaucoup plus posé, c'est sur la possession. Et maintenant, on voit un jeu beaucoup plus rythmé, avec vraiment des offensives du jeu en transition, des offensives qui passent surtout beaucoup sur la vitesse de leurs attaquants. Et puis, on voit une Espagne séduisante et plus ennuyante comme on avait l'habitude de la voir avant. Donc, c'est pour ça que j'adore fièrement le maillot aujourd'hui. Et donc, un match complètement maîtrisé par les Espagnols, donc 20 tirs à 5. Ouais. Une Italie qui n'a pas vu le jour, une Italie championne en titre, qu'on attend quand même à un niveau plus élevé si elle veut aller plus loin dans la compétition. Et ce qui est encore une fois surprenant, c'est que autant dans le premier match, on disait, bon, les Espagnols en claquent 3 à la Croatie sans être flamboyants. Au final, ils dominent même pas la rencontre. Enfin, les Croates sont un peu au-dessus quand même dans le jeu. Oui, le score est sévère. Le score est très très sévère. Et autant là, face aux Italiens, les Italiens n'ont pas vu le jour. Franchement, là, ça a été peut-être le plus gros match de l'Espagne depuis le début.
Ouais, et puis surtout, en fait, il confirme, c'est ce qu'on attendait aussi, tu l'as dit en introduction, on attendait des confirmations et aussi des réactions de grandes équipes. Et ben, en tout cas, l'Espagne confirme en validant son ticket et surtout, Luis de la Fuente nous fait plaisir avec un jeu attrayant. On passe à un match qui était pas du tout flamboyant là pour le coup et qui a déçu plus d'un. C'est le match de l'Angleterre face au Danemark. Les Anglais, ultime favori avant le début de l'Euro et qui au fur et à mesure du temps commence à baisser, on va dire, dans le classement des favoris. Martin, voilà, match nul face aux Danois. Ouais, moi je pense que tant qu'ils auront le faux entraîneur là, à la tête de Ouais. cette sélection, ils arriveront jamais à rien. Franchement, quand tu as le matos qu'a l'Angleterre cette année, ouah, faire une purge pareille, c'est inadmissible. Genre, c'est criminel pour le foot, en fait. Tu vois, c'est vraiment honteux. Faire un match pareil avec autant de talent dans ton équipe, c'est juste pas possible, quoi. Tu te dois de faire mieux, tu es obligé de faire beaucoup mieux que ça. Et franchement, ouais, si l'Angleterre élève pas son niveau de jeu, n'ira pas bien loin dans cet euro. Et heureusement que c'était que contre des faibles équipes pour le moment sur qui ils sont tombés, hein. Le Danemark qui sont un peu en fin de cycle avec pas mal de joueurs cadres qui sont plutôt en fin de carrière. Donc franchement, je pense que dès que le niveau va s'élever, à voir si eux aussi seront capables d'augmenter ce curseur parce que franchement, s'ils le font pas, atteindre déjà les quarts de finale, ce sera bien parce que là, franchement, vu le match qu'ils proposent contre le Danemark, franchement, ça fait peur, hein. Et puis même contre la Serbie, déjà ça commençait à faire peur. On se Ouais, souvient, c'était vraiment poussif, hein. victoire 1-0 contre la Serbie en étant même pas dominant, on va dire. Ouais, Euh, tu passes 10 minutes, les 10 dernières minutes devant ton but à subir contre la Serbie. Si justement tu tombes contre une Espagne ou une Allemagne, ça va être tout le match comme ça en fait. Donc franchement, ouais, non, c'est inquiétant et c'est décevant, hein. Franchement, l'Angleterre, c'est une équipe qui peut faire rêver et là, elle fait pas du tout rêver, hein. Là, c'est. Il y en a un qui s'est fait taper sur les doigts, c'est Bellingham, dont on attend beaucoup dans cet euro et qui là, pour le coup, face au Danemark, a été un petit peu inexistant, voire inexistant totalement. Et forcément, enfin, tu le disais, l'Angleterre a un effectif pour gagner cet euro. Mm. Et même, j'ai envie de dire, un vivier dans la globalité pour gagner cet euro. Et quand on regarde la sélection, enfin, les joueurs qu'a pris Gareth Southgate, on se dit qu'il y a un gros gâchis. Il a voulu faire un petit peu, Valentin, comme Didier Deschamps le fait avec l'équipe de France, pas forcément prendre le meilleur joueur, mais essayer d'avoir le meilleur groupe. Sauf que là, pour le coup, ça se ressent sur le terrain. Et au final, le groupe ne tourne même pas, quoi. On voit les deux mêmes 11 avec très peu de changements, très peu de variété dans le jeu. Moi, il y a toujours un Cole Palmer à 0 minutes, ça me dérange. Enfin, au bout d'un moment, tu vois qu'il y a peu de créativité dans ton jeu. Tu vois que Foden n'y arrive pas, hein, bien que j'aime beaucoup Foden. Mais là, cet euro-là, il n'est pas dedans. Et du coup, il faut aussi essayer de s'ajuster. Et je ne comprends pas. Voilà, il continue de s'obstiner avec un Alexander Arnold en 8. Il est pétri de talent, mais bon, t'as beaucoup de joueurs sur le banc qui peuvent prendre sa place à tout moment. Ajuste-toi. Gareth Southgate doit faire les ajustements nécessaires. C'est pas les joueurs le problème, c'est leur manière de jouer ensemble et il y a peut-être un manque de préparation. Là, il va falloir rapidement répondre à ce problème, sinon le parcours de l'Angleterre risque de vite s'arrêter. Ouais, il y a certainement un manque d'envie, un manque de préparation, comme tu le disais également. Enfin, je pense que là, le problème, il est plus au niveau du staff que des joueurs, parce que les joueurs, ils les ont clairement. On passe au dernier match, Martin, avec le Portugal qui a confirmé, eux, qu'ils étaient aussi parmi les grands favoris de cet euro. Contrairement à l'Angleterre, ils n'ont pas déçu face à la Turquie. Ah non, non, ils ont pas déçu, hein. Franchement, attention au Portugal, hein, parce que ne veut surtout pas les sous-estimer. Ils ont déjà réussi à créer la surprise en 2016, et là je trouve qu'ils ont encore une meilleure équipe. À chaque ligne, t'as au moins un joueur top mondial niveau à son poste. L'équipe est très complète, les sorties de banc ça tourne très bien et les joueurs apportent toujours quelque chose. Ouais, franchement, le Portugal, très très grosse équipe, hein, un mélange entre jeunesse et expérience. Franchement, le Portugal confirme qu'il faut compter sur eux. Et il faudra s'en méfier parce que je pense qu'ils peuvent faire mal à plus d'une équipe en phase éliminatoire.
Donc ouais, franchement, le Portugal très impressionnant et ça donne envie, hein. Ça fait plaisir de voir une équipe jouer comme ça. Franchement, ça va vers l'avant, ça joue bien, ça joue propre, ça fait le spectacle. Donc franchement, non, non, c'est une top équipe et ouais, ils font très clairement partie des favoris pour cet Euro. Valentin, pour tes amis portugais, tu rejoins les propos de Martin, voilà, ils font vraiment partie des favoris. Ouais, bah, je suis très content de leur entrée en lice dans ce tournoi. Honnêtement, pas de déception. Voilà, comme tu l'as dit, mes amis portugais sont très contents. Une victoire convaincante, un 3-0 contre la Turquie, mine de rien. Bon, nos amis turcs, pour le coup, peuvent être déçus parce que, bah, encore une fois, on les attend. Ils ont un bon effectif. Voilà, on les attendait encore la Coupe du Monde d'avant. Et voilà, bah, comme Martin l'a très bien dit, il y a ce mélange entre expérience et jeunesse et talent qui fait. On sentait que peut-être à la Coupe du Monde précédente, c'était peut-être encore un peu tendre. Et là, peut-être que c'est la bonne pour cette année. Et je suis très content de voir le Portugal très bien se démener. Bien que je sois pour la France lors de ce tournoi. Franchement, je vais regarder avec tout intérêt les prochains matchs du Portugal. Parce qu'à mon avis, ils peuvent faire taire beaucoup de détracteurs. Et surtout, ça joue très bien. Et surtout, ils ont tellement de profondeur. C'est juste inquiétant, quoi. Et puis c'est un groupe évidemment qui va nous intéresser nous Français parce que voilà, le prochain adversaire des Bleus se trouve dedans, soit le deuxième de ce groupe, soit le premier qui vraisemblablement pardon, sera le Portugal. Attention pour les Bleus qui sont actuellement deuxième de ce groupe derrière les Pays-Bas. Si on en reste là, on affronte les Portugais en huitième de finale. Et là, c'est pas la même histoire que d'affronter la Turquie ou la République tchèque en huitième. Donc faut faire attention pour les Bleus. Et on va basculer justement dans cette deuxième partie en revenant sur le match des Bleus face aux Pays-Bas. Un match, vous allez me dire si c'est inquiétant ou pas, mais un bon vieux 0-0, comme on ne les aime pas dans ces compétitions-là. Voilà, l'équipe de France a le don pour à chaque fois... voilà, le premier 0-0, l'équipe de France a le don pour à chaque fois nous pondre des 0-0 dans les grandes compétitions. Voilà, que dire? Offensivement, ça n'a pas été du tout. Quand tu te permets de te créer autant d'occasions avec si peu de tirs cadrés, toi 3 tirs cadrés pour les Bleus contre 4 pour les Néerlandais, qui a failli se convertir par un but de Xavi Simons refusé. Un but refusé qui a fait polémique parce que ça divise, hein. On a beaucoup d'arbitres français qui nous disent que le but aurait dû être valide. On a beaucoup de Néerlandais aussi qui se plaignent en disant que le but aurait dû être valide. Et puis d'un côté, on a Didier Deschamps, par exemple, qui nous dit que ce but n'aurait pas dû être validé. Vous, juste comme ça, une petite impression, Martin, pour toi, il aurait dû être validé ce but? Compliqué à dire parce que oui, Dumfries est en jeu et fait action de jeu, mais quand tu vois Mac Maignan, tu vas te dire à aucun moment le mec il peut aller le chercher, hein. Ouais. Il est pris à contre-pied, il est pas du tout sur ses appuis pour aller chercher le ballon qui était très bien placé. Donc on s'en sort bien et si je peux me permettre, la chatte à Dédé nous a encore bien aidé sur ce coup-là, hein. Ouais, et puis Martin, tu utilises un argument qu'ont utilisé les Néerlandais hein, sur le fait que Dumfries, que dans tous les cas, Mac Maignan ne pouvait pas aller chercher. Valentin, tu rejoins aussi les Néerlandais là-dessus? Oui, après, bah, malheureusement, ça joue pas, enfin, ça dépend pas que de ça. On sait que c'est une histoire en tout de positionnement on sait, hein, du coup, il fait action de jeu, il peut gêner, techniquement, il gêne Mike Maignan, mais Mike Maignan ne l'a pas, mais l'histoire retiendra que surtout Dumfries était mal positionné et ça n'a même pas fait réagir la France qui après, en fait, on avait juste l'impression que les deux équipes voulaient leur match nul, ne prenaient pas plus de risques que ça, peut-être un peu plus d'envie côté même néerlandaise, ce qui est un peu plus inquiétant pour nous. Et ouais, non, bah, pour moi, le but est justement validé, mais je comprends totalement que ça fasse, ça fasse de crispation Ouais, autour des supporters. totalement. Mais en plus, tu disais, juste après le but, on peut se dire que les Bleus allaient allaient avoir plus Galvanisé, d'envie. ouais. Ouais, être galvanisé, et au final, ça a été le contraire. On a failli s'en manger un, et j'ai envie de dire, les nombreuses occasions, les 4 tirs cadrés des Néerlandais ont failli se convertir en but à chaque fois. On se rappelle par exemple de la première minute où Frimpong se retrouve avec un gros face-à-face devant Mike Maignan, et Maignan nous sort un arrêt de très grande classe, et là,
t'as Théo Hernandez qui est à la rue, Saliba pareil, toute la défense est complètement à la rue dans cette première minute, et Frimpong avait failli marquer. Et puis derrière, les Bleus ont aussi gâché de nombreuses occasions devant le but. On se rappelle de Griezmann et Rabiot devant le but, où Rabiot se retrouve tout seul après une superbe talonnade de Thuram. Et au lieu de tirer, préfère mettre une mine dans les pieds de Griezmann qui ne peut même pas la contrôler, donc derrière ça ne fait pas but. Thuram qui se retrouve encore une fois devant, avec un face-à-face face à Verbruggen et qui la loupe. Pareil pour Griezmann qui aurait pu aussi marquer. Enfin bref, il y a eu tellement d'occasions gâchées. Avant de vous poser la question sur le match des Bleus, on va écouter Didier Deschamps en conférence de presse après la rencontre. Et pour lui, pas d'inquiétude après ce manque d'efficacité. Le seul regret que j'ai ce soir, c'est qu'on n'a pas eu l'efficacité, parce qu'on a eu 5-6 occasions franches avec beaucoup d'enchaînements, des positions interchangeables aussi, qui a mené de la variété. Sans marquer, on peut pas gagner, bien évidemment. Des fois, dans ces matchs-là, quand on ne mord pas, on peut le perdre aussi. Je crois que les Pays-Bas, ils ont eu deux occasions, donc voilà, avec encore une grosse intensité. Et nous, de répéter une performance comme ça, en ayant eu beaucoup moins de temps de récupération, je suis satisfait de ce qu'a fait mon équipe ce soir. Non, je suis pas inquiet. Après, voilà, parce que des fois, vous avez des matchs, vous avez 2 occasions, ou une occasion, vous allez marquer, et d'autres un peu moins. Après, il y a le gardien aussi en face qui a fait des arrêts. Des fois, c'est des frappes qui sont pas cadrées, qui auraient pu être des occasions. Du coup, on a écouté notre sélectionneur Didier Deschamps. Je vais maintenant vous poser la question sur ce match. Faut-il s'inquiéter pour nos Bleus après ce 0-0 et donc ce 0 pointé au niveau des buts marqués dans cet Euro, Martin? Moi, j'ai déjà un petit problème. Le vendredi soir, là, moi, je travaillais, je finissais à minuit. Et je me suis dit, je vais pas me faire spoiler, je vais regarder le match en rentrant en replay et tout, ça va être incroyable. J'avais rien suivi. Et après une journée de merde au boulot comme ça, tu me ponds un match pareil, bah, c'est bon, c'est trop. Moi, ça m'a saoulé. Je me suis dit, j'aurais gagné 2 heures de sommeil là en fait. Ouais, totalement. Donc, moi, je trouve ça désolant en fait. Je trouve ça désolant, c'est inquiétant. La faible façon dont on a joué la France sur ces 2 premiers matchs. À l'image de l'Angleterre, hein, comme on disait, hein, franchement, on faisait partie des favoris. Le Portugal ou l'Espagne et l'Allemagne, ils sont bien au-dessus de nous. Hein. Franchement, c'est terrible de voir ça. J'en avais fait une vidéo avec Coco là, pour préparer l'Euro, où j'avais dit 2-3 trucs sur Deschamps et sa tactique. Là, il y a un joueur qui m'a fait un peu crier, un peu sauter de ma chaise. Je me demande ce que Thuram a de plus que Lacazette, niveau techniquement. Tu vois, franchement, qu'est-ce que ce mec fout là? Je pense que si le daron il est pas footballeur et copain avec Dédé, le mec il a jamais sa place ici, quoi. Franchement, oh là là, mais mec, retourner en district à prendre les bases, hein, sérieux, franchement là c'est terrible, hein. Franchement, ouais, tellement de trucs à dire sur l'animation offensive. Le premier match, beaucoup de critiques pour Mbappé, mais sans lui, la France n'a rien offensivement. Qu'est-ce que tu vas nous foutre à mettre Rabiot à ailier gauche, quoi, sérieux? Tu vois que le mec, ça rappelle Matuidi 2018, c'est ça la volonté de Deschamps. Mais voilà, il se recycle. En fait, ça fait 10 ans, 12 ans que la France joue pareil. C'est bon, les mecs, ils savent comment on joue. C'est trop facile de contrer la tactique française. Tout le monde sait comment joue Deschamps depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce que tu nous mets Rabiot alors que tu as Coman et Barcola sur le banc qui peuvent apporter ce peps, cette vitesse, ce déséquilibre, et tu veux nous coller un Rabiot qui est plus un milieu de terrain, qui a joué comme un milieu de terrain sur ce match-là, qui a jamais collé la ligne ou quoi. Mais de toute façon, c'est compréhensible, hein, c'est pas du tout son poste. Mais qui a fait quand même un bon match, faut le dire, ça a été l'un des meilleurs Bleus dans ce match. Qui a fait un bon match, mais au milieu de terrain, il a pas fait un bon match par ses débordements ou quoi, tu vois. Donc, et puis de l'autre côté, là, le Guignol qui a fait des gris-gris, là, quand est-ce que lui il va sortir? C'est pareil. Le mec, sur ses 11 derniers matchs sur l'équipe de France, il a mis un but contre des amateurs. Ah, sérieux, c'est pas possible. Et Dembélé, c'est pareil, c'est bon, c'est trop. Qu'est-ce qu'il attend pour mettre Coman pour changer un truc, quoi, sérieux? Ouais, encore une fois, les changements arrivent terriblement tard. Ils arrivent à la 75e, si je me trompe pas. Bah ouais, Coman rentre à la 75e. Non, c'est pas...
Non, sérieux, c'est pas possible. Franchement, là, Dédé, t'as merdé. Franchement, laisse la place à Zizou qui attend depuis maintenant 3-4 ans. C'est bon. Pour le bien de la France, s'il te plaît, lâche ta place. Après, il nous disait, ouais, mais défensivement, on est solide. Comme tu l'as dit, dès la première minute, tu prends une grosse occasion. Si Mac Maignan la sort pas, ça fait un 0. Belle défense. Hein. Franchement, plus un but refusé qui pose plus problème. Un but refusé, Ah ouais, non, c'est sûr que défensivement, on est au top. Donc, franchement. Je comprends Deschamps. Hein. Si défensivement on est au top, offensivement il n'y a pas à s'inquiéter. Franchement, c'est cool. Alors, Martin, je vais quand même nuancer tes propos. Bah, voilà, on va pas, je vais pas appuyer sur ce que tu as dit parce que je pense que tu as dit très ouvertement ce que beaucoup de Français pensent. Mais il faut pas oublier qu'on reste quand même dans cette phase de groupe. Et que habituellement les Bleus nous ont jamais vraiment effectué de très gros matchs dans les phases de groupe. On se rappelle de 2018 où ça a été très 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 poussif, où il y a eu ce fameux 0-0 face au Danemark où on s'est fait huer par tout un stade en Russie. Il y a eu, on va dire que la seule phase de groupe réussie sous Deschamps de A à Z, on va dire qu'on a pris du plaisir, c'était à l'Euro 2020. Avec le Portugal et l'Allemagne dans notre groupe, et la Hongrie, où là, vraiment, on avait beaucoup de spectacles, de jeux. Sinon, quand on regarde 2014, bon, c'est pas un groupe relevé, t'as l'Honduras, l'Équateur et la Suisse. Enfin, voilà, encore une fois, c'était pas très relevé. 2016, c'est pareil, on se fait peur. 2018, on se fait peur. 2022, pareil, c'est poussif. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose, Valentin. Donc, au final, est-ce qu'il faut pas relativiser en voyant ça ? En vrai, moi, on peut que relativiser parce qu'on se dit que finalement, ça peut pas durer comme ça toute la compétition. Il y avait pas Mbappé, on l'a vu. Hein, Mbappé, quand il est pas là, c'est 7 matchs, 0 victoire. Donc voilà, je veux pas dire encore que tout dépend de Kylian ou quoi. Bien sûr que non, ça dépend de beaucoup de facteurs à ce moment-là, mais. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est éviter de prendre le Portugal en 8e. Il faut faire le taf contre la Pologne. Maintenant, il n'y a plus le choix. Il faut éviter de sortir. Il faut éviter cette 2e place. Il faut vraiment essayer de se réveiller pour le 3e match et aussi proposer le jeu qu'on doit proposer. Peut-être enlever Dembélé parce que moi honnêtement j'en ai ma claque. Ça me rend fou. Non mais le mec il fait tout le temps la même chose. Ok, il récolte des fautes, il y a pas de souci. Il fait prendre des jeunes à ses adversaires, il les met du coup il met en danger un petit peu, mais c'est tout le temps la même chose. Il a pas de qualité de centre. Ok, il est très bon en percussion, mais bon, comme on a dit, il apporte des coups de pied arrêtés, sauf que les coups de pied arrêtés ne donnent rien. Et puis si même là on n'arrive même pas à trouver la faille. Essayons quelque chose d'autre. Changeons Dembélé. C'est très bien, il a essayé Rabiot à gauche, ça ne marche pas. Refait autre chose. Mais donc voilà, peut-être faire rentrer Camavinga avant. Faire autre chose. Changer, mettre Giroud en pointe. Et essayer surtout de gagner. Enfin là, il va falloir une prestation séduisante contre la Pologne. Sinon, honnêtement, j'ai peur de la suite du tournoi. Et même, j'ai envie de dire que cette prestation contre la Pologne va un peu fausser tout parce que moi, je vous le dis clairement, mon opinion, c'est que là, on va coller un 3-0 ou un 3-1 à la Pologne et que derrière, tout le monde va être rassuré en se disant, bon, ça y est, on a vu en fin du jeu, on a vu du spectacle, sauf que la Pologne en face aura une équipe qui sera forcément déjà éliminée et aura une équipe fortement diminuée et ça reste la Pologne, c'est pas non plus une grosse nation comme les Pays-Bas ou encore l'Autriche qui émerge et là on sera rassuré et derrière les 8e on se fait punir. C'est ça dont je redoute face à la Pologne par exemple. Juste pour revenir sur l'aspect offensif de ce match, faut dire que les Bleus n'ont pas marqué un seul but depuis le Luxembourg. Donc en gros, on approche des 250 minutes sans marquer pour les Bleus. Si on enlève ce contre son camp provoqué par Mbappé face à l'Autriche, c'est quand même assez effrayant. Martin, qui vois-tu, par exemple, qui aimerais-tu voir en pointe ton dispositif dans cette attaque ? Moi, le mec que je voudrais voir, il est pas là. Donc à ce moment-là... Je sais pas qui dire, parce qu'apparemment Giroud n'a pas encore la capacité de tenir, comme je disais tout à l'heure, 70 minutes. Il revient d'une petite blessure, effectivement, après le match face à l'Autriche. Ouais, c'est pour ça, pas prendre de risques non plus, parce que si tu perds Giroud sur blessure, compliqué pour de la compétition.
Donc ouais, pourquoi pas tester Colomwani. De toute façon, au point où t'en es, ça peut pas être pire. En pointe. Donc ouais, Meunier, si tu mets deux ailiers à côté de lui, deux vrais ailiers, pas pas un bricolage sur le côté. Je pense que pourquoi pas tester. Il peut peut-être apporter un truc en plus. Déjà, rien qu'avec sa présence, il apportera quelque chose en plus que Marcus Thuram. Donc, voir. Puis pourquoi pas, ouais, Dembélé, c'est bon, faut arrêter. Ça fait 4 ans que tu lui donnes ta chance et il a jamais rien à prouver, rien à apporter. Donc, je veux voir Coman. Mais j'ai vu, ouais, je sais ce que tu vas dire. Apparemment, il a eu une petite gêne au mollet. Ah non. Moi j'allais appuyer, j'allais enfoncer Dembélé en fait, j'allais juste revenir ok. sur toi. Ah bah je te laisse la parole alors. Bon, ça me fait plaisir, vas-y. Parce que t'as osé dire ça fait 4 ans qu'on lui laisse sa chance, ça fait 7 ans. Rappelle-toi, sa première sélection elle est en 2017, contre l'Angleterre, si je me trompe pas. Où il marque, il fait un très bon match, etc. Ouais, Bref, excellent. excellent. On se dit voilà, ça y est, c'est avec lui, Mbappé, on a été champion du monde, mais lui il était bon voilà. Oui, et puis Dembélé est intrinsèquement un meilleur joueur qu'Mbappé aussi, il faut le rappeler. On l'a bien entendu. Exactement. Je sais pas c'est qui l'assassin qui a dit ça un jour, mais il faudra le retrouver et lui faire manger ses mots. En vrai, sur les mains. Quand on regarde les débuts de Dembélé, on se dit que ce mec, si tu lui mets une finition, c'est le meilleur joueur du monde. Quand on regarde ses débuts. Ouais, mais... Malheureusement, cette finition-là, il l'a jamais eu. Et je vais enfoncer un peu le clou sur lui. Quand il ose dire, je l'ai dit récemment, je crois dans la dernière émission, mais quand il ose dire à TF1, micro avec Adil Rami, après le match je crois que c'était après l'Autriche, oui, je sais que les Français m'attendent sur ma finition, je vais travailler là-dessus. Et qu'il ose nous pondre 2 matchs comme ça, exécrables, avec aucune finition, avec une saison avec Paris où il met, je crois, 3-4 buts, et ça y est, on s'est enflammé sur lui parce qu'il a été bon pendant 3 semaines, etc. Au final, Dembélé, ça fait juste 7 ans en équipe de France qu'il fait la même chose. Offensivement, il apporte rien, je suis désolé, hein, mais t'as beau dribbler tout ce que tu veux, il apporte rien, parce que derrière, t'as jamais un but, t'as jamais la conclusion derrière. Donc pour moi, je suis désolé, mais il sert à rien ce mec. Il sert à rien. Alors oui, vous avez dit, il pèse sur les défenses, il fait mal aux défenses par ses dribbles, etc. Mais si derrière, comme tu dis, Val, il sait pas centrer, et en plus de ça, il sait pas frapper, excuse-moi, c'est pas un attaquant. Hein. Autant qu'on le mette latéral gauche et puis ça sera mieux. Hein. En plus, ces dribbles, c'est toujours la même chose. C'est j'accélère, je ralentis, je réaccélère, crochet à l'intérieur. Toujours. Soit je centre et c'est contré parce que je fais un vieux centre à mi-hauteur dégueulasse, soit je fais un centre en retrait, je fais une passe digne d'un joueur de Ligue 1, un défenseur de Ligue 1, voilà, qui traverse toute la défense et il n'y a personne. Exactement. Bien sûr, parce que en fait, les gens n'ont pas eu le temps les attaquants n'ont pas eu le temps d'arriver et il envoie une minace à ras de terre. Ouais, non, mais en fait, vas-y Martin. J'ai l'impression que ce mec, tu vois, c'est un talent pur, tu vois, mais je pense qu'il arrive devant la surface, il y a blocage, tu vois, il y a un truc dans la tête, il se dit putain, les gars, je panique, qu'est-ce que je fais, je suis perdu. C'est mental, hein. C'est clairement mental Dembélé. Ah mais c'est affolant, franchement. Après, est-ce qu'on n'a pas un joueur aussi qui passe un peu à la trappe, mais en fait, peut-être que c'est peut-être Griezmann qui doit avoir les clés du camion, en fait, à ce moment-là. On parle d'un joueur quand on a un joueur de la trempe de Griezmann, bon, certes, qui recule hein, dans le système de jeu de Deschamps, mais en fait, offensivement, ce garçon-là est incroyable et on devrait juste en attendre plus de lui plutôt que d'en attendre d'un Colomwani ou d'un Thuram ou d'un Dembélé. À un moment donné, tout le monde prend pour son grade et je suis désolé, Griezmann doit être au niveau qu'il affiche à l'Atlético et à un niveau qu'il avait retrouvé, qui sort d'une saison exceptionnelle et qui doit lui aussi être inquiétant offensivement. Et le problème, c'est peut-être qu'il est trop bas, peut-être que dans le système de jeu de Deschamps, il est trop peu mis en valeur dans cette animation offensive, pardon. Donc, peut-être que Griezmann aussi, il faut augmenter le niveau de jeu. Il n'a pas vraiment répondu présent dans les 2 premiers matchs. Et j'ai envie de dire que dans le 2e match, là, on l'attendait plus offensivement parce qu'il était aligné à la pointe de cette attaque avec Marcus Thuram. Et au final, on l'a vu retrouver un poste de numéro 8, voire numéro 10. Et puis, même pas numéro 10 parce qu'il distribuait jamais. Et c'est peut-être ça le problème aussi. Donc, je te rejoins, oui, là-dessus.
Ouais, Martin, Quand tu veux dire. tu mets ces deux neufs en pointe et que tu mets Thuram qui tente de faire du Griezmann en décrochant, en distribuant un peu le jeu, et qui au final t'envoie une merde au milieu central qui donne une contre-attaque aux Pays-Bas, c'est autour de la 50 ou 60e minute de jeu, je sais plus, mais c'est en revenant des vestiaires. Ouais, on souffle. Bon, juste on va. Moi j'aimerais Vas-y, nuancer Martin, quand pour même un conclure. peu quand même, par rapport à Griezmann. Franchement, le mec il est tout seul, quoi. Il joue tout seul. Tu voulais qu'il organise le jeu sur les ailes quand t'as Rabiot qui est à côté de toi, qui a personne sur le côté gauche. Ouais. Et sur l'aile droite, il voit Dembélé, il se dit bon, bah finalement je vais pas jouer sur le côté. Devant toi, t'as Thuram, tu te dis bon, je vais pas jouer devant moi non plus parce que sinon le ballon il est perdu. À part Kanté qui apporte quelque chose, de la percussion et ce dédoublement avec Griezmann qui peut être sympa, ça a bien marché. Bah, c'était tout en fait, il n'y avait que ça qui marchait. Et j'ai l'impression que en fait, donner plus de responsabilité à Griezmann, je veux bien, mais le mec il peut pas animer et faire le jeu de l'équipe de France tout seul, quoi. Franchement, quand tu regardes l'équipe de vendredi soir, tu te dis qui peut aider Griezmann à organiser le jeu, quoi. Il y a, Et y a personne. quand on voit un Kanté aussi offensif, là on se pose des questions. Kanté était, Bah ouais. je sais pas C'est si meilleur vous joueur. l'avez vu aussi, Ah, mais totalement. ouais, Martin, t'allais dire, c'est le meilleur joueur offensif, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le meilleur joueur offensif de l'équipe de C'est France fou. vendredi. C'est fou. On a effectué dans le Money Time un sondage Instagram pour savoir, pour savoir la réponse à cette question-là. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Bleus après les 2 premières prestations? Et ben globalement, on est comme vous hein, sur Instagram. On a du 63% oui, 21% de pas vraiment et 16% de non. Donc on va dire que les 2 tiers de la population française sont pour l'instant très très inquiets du niveau de jeu des Bleus pour la suite tu de la m'étonnes. compétition. On passe maintenant au top et flop de la deuxième journée de l'Euro, qui nous a réservé pas mal de surprises, comme on l'a dit, pas mal de confirmations, mais aussi pas mal de déceptions. Valentin, je te laisse commencer tout d'abord avec tes tops. Et notamment, vous allez me dire Ouais. un joueur et une équipe. Pour mon top, moi j'hésitais entre 2 joueurs. J'ai mis Fabien Ruiz, dont je vais vous parler juste après, parce qu'il faut quand même récompenser les joueurs quand ils font des bons matchs. Hein. J'ai entendu des commentateurs dire pourquoi ils jouent pas comme ça avec le PSG. Ouais. Parce qu'ils sortent tout simplement 2 prestations exceptionnelles. Donc d'abord contre la Croatie et après contre l'Italie, où il est excellent. Enfin, on ne le reconnaît pas. Il est libéré, libéré dans son jeu. Après, moi, j'ai très peu craché sur lui quand il était à Paris, parce que je sais que c'est un très bon joueur qui passe. On l'a vu au Napoli. Mais c'est ça, et même au Betis avant, où il était pressenti pour aller ailleurs qu'au Napoli, il était pressenti pour aller au Real et tout. Et le voir là, il sort quand même d'une bonne saison, parce qu'il a quand même joué pas mal de matchs avec Paris, dans les matchs importants, où certes il a manqué à l'appel, notamment contre Dortmund, où il sort une prestation plus que moyenne, et même dans d'autres matchs. Et là, du coup, pour revenir au match d'Espagne contre l'Italie, il a été juste parfait, très, 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 très juste dans le jeu. En fait, c'est tout ce qu'on lui demande. Très peu de déchets, pas de frasques, pas d'extravagance dans son jeu. Du jeu simple, à l'espagnol, carré, et qui, justement, permet à cette Espagne d'être aussi forte. Quand t'as un Rodri, un Fabian Ruiz et d'autres éléments créatifs autour de lui, comme ça, qui gravitent un peu autour de lui, l'équipe tourne et ça marche bien, et tant mieux. Alors, du coup, pour faire un peu plus vite, j'avais un deuxième joueur. Voilà, je sais pas si vous l'avez, moi c'est Kevin De Bruyne. Oui. J'ai trouvé qu'il a fait un match exceptionnel, et on l'attendait pas à ce niveau de jeu. Donc, je vais tout de suite atténuer mes propos. Si, on l'attendait à ce niveau de jeu. Comme je l'ai dit à l'émission précédente, il fallait que Kevin De Bruyne hausse ce niveau de jeu, et là il l'a fait, et tant mieux. Et maintenant, ton équipe dans les Mon tops. équipe dans les tops, c'est le Portugal. Le Portugal, voilà. J'ai pas voulu faire le hipster à mettre une équipe qui a sorti un bon jeu. Non. Le Portugal, voilà, 3-0 net contre une Turquie. Un match où la logique a été respectée. Et est-ce qu'on attendait un carton du Portugal? Peut-être pas. Non. Peut-être qu'on attendait un match encore un peu plus bridé, comme on l'a vu contre la République tchèque. Mais là. Surtout dans une atmosphère assez chaude quand on connaît les Turcs. C'est ça, exactement, qui avait un petit peu embrasé ce stade. Donc, très, 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 très content de voir que le Portugal
valide son ticket aussitôt pour les huitièmes de finale. Et puis, surtout, le remplacement de Santos par Martinez, surtout, ça a un petit peu dynamité tout ce qui se passe au sein de cette sélection. Et du coup, ça propose du bon jeu et puis que ça continue comme ça. Et puis on espère voir le Portugal le plus tard possible contre la France. Évidemment. Martin, on passe à tes tops maintenant en commençant par ton joueur qui t'a impressionné. Moi, j'ai mis Nico Williams. Parce qu'on attendait beaucoup de Lamine Yamal sur l'Espagne, mais franchement, je trouve que Williams est encore meilleur, encore plus fort. Il monte en puissance dans cet Euro. La Croatie, il fait un bon match. Et là, contre l'Italie, il te sort une masterclass. Je pense que Di Lorenzo, il dort plus depuis jeudi soir, là. Il a fait des cauchemars. Il lui a mis vraiment la misère, alors que franchement, Di Lorenzo, c'est un bon défenseur droit. Oui. Napoli capitaine. Donc, franchement, ouais, très très grosse prestation de Nico Williams, qui contribue énormément au très beau jeu et au succès de l'Espagne sur ce début d'Euro. Et je pense que s'il continue comme ça, sa cote sur le marché des transferts va bien augmenter. Et il y a moyen que cet été, il parte en direction d'un très très gros club, parce que franchement, le talent est là, la qualité technique est là, et là, il le montre à tout le monde. Et franchement, ouais, très impressionnant, Williams. Bah, décidément, les Espagnols vous ont impressionné avec Fabien Ruiz et du coup Nico Williams. On passe à l'équipe, à ton équipe dans les tops. Moi, j'ai mis l'Allemagne. J'ai hésité avec l'Espagne et le Portugal, mais pour moi, l'Allemagne est arrivée avec cette grosse pression à son Euro. L'Allemagne qui déçoit depuis maintenant 2016 en Coupe du Monde et en Euro. Donc franchement, Nagelsmann et ses hommes avaient beaucoup de pression. Et franchement, ils ne tremblent pas. 5-1 dès la première journée pour entrer en jeu, même si c'était faible, face à une faible Écosse. Il n'y a pas beaucoup de gros scores dans cet Euro, et eux, ils ont réussi à le faire. Ils ont confirmé contre la Hongrie en étant un peu moins bien, mais en dominant et maîtrisant totalement leur match une nouvelle fois. Et cette équipe, comme le Portugal, allie parfaitement bien expérience et jeunesse, et peut-être même encore plus. Jeunesse bourrée de talent et expérience légendaire, on va dire. Et ce 11 tourne vraiment très très bien, et franchement, ouais, l'Allemagne parmi les grands favoris, et le confirme. Du coup, je vais appuyer tes propos sur l'Allemagne en donnant quelques stats intéressantes sur un joueur qui a encore une fois régalé par toute sa classe. C'est monsieur Toni Kroos, dont je porte le maillot aujourd'hui, numéro 8, qui nous a montré encore un grand match. Juste pour vous donner la stat, 124 passes réussies face à la Hongrie. C'est, je crois, 20 de plus que face à l'Écosse. Et c'est le deuxième meilleur total de l'histoire de l'Euro, derrière Xavi, qui en avait fait 127 face à l'Irlande en 2012. Donc c'est dire encore une fois la performance de Toni Kroos, qui est la légende confirmée. Aussi, hein. Comment ? Le taux de pourcentage de réussi, je crois que c'est une ou deux passes seulement ratées. Hein. C'est ça. C'est fou. Contre l'Écosse, il me semble qu'il est à 99% de passes réussies. Ouais. On est sur un total exceptionnel. Un total exceptionnel. Donc c'est dire encore une fois que l'Allemagne, comme tu dis, est portée par ces jeunes comme Musiala et Wirtz, mais aussi portée par ces légendes comme Toni Kroos et Neuer aussi, qui nous a encore sorti un grand match face à la Hongrie et qui voilà, répond présent devant un Ter Stegen qui toque à la porte depuis 10 ans, comme on l'avait dit précédemment dans les émissions précédentes. On passe maintenant à tes flops, Martin, avec un joueur dont tu as déjà parlé, et je pense que tu vas retaper un peu dessus. Ouais, est-ce que je suis obligé de le répéter je sais pas, mais franchement, avec un numéro 9 pareil, enfin numéro 9, un joueur pareil, l'équipe de France en attaque ne peut pas aller bien loin. Si tu mets pas de but, tu peux pas gagner de match. Ça faudrait le dire à Deschamps et à Thuram. On va leur expliquer le football, parce que franchement... Marcus, là, faut arrêter, franchement. Sa manière de courir m'insupporte. Comment il court avec sa tête de Google, là, courir derrière tous les ballons, essayer d'être partout et en même temps il est nulle part. Franchement, c'est trop. C'est un attaquant qui sait pas marquer, qui sait pas utiliser ses pieds. Et, en club, ça marche bien. C'est ça la nuance, c'est qu'en club, ça marche très bien, l'Inter.
Ouais, parce que, comme je te disais, il est à côté d'un grand joueur, d'un taulier à côté de lui, qui lui apprend et qui lui dit ce qu'il faut faire parce que lui, il sait pas comment faire. Et t'as pas un Lautaro Martinez à côté de toi tous les jours, donc on voit que sans ça, il sait pas jouer au football, quoi. Donc, ouais. Le numéro 9 de l'équipe de France, gros flop pour l'instant, avec 0 but pour l'instant pour l'attaque française, sans compter ce but contre ton camp, alors que tu es censé être un des favoris, inquiétant. Et puis l'équipe qui t'a aussi déçu, t'en as un peu parlé en début d'émission, c'est l'Angleterre. Ouais, c'est l'Angleterre, ouais. On l'a dit, t'as une génération tellement talentueuse avec des joueurs qui sont parmi les plus grosses valeurs marchandes au monde, donc ça donne un indice. On passe maintenant au pronostic, messieurs, des gros favoris. Hein. Forcément, j'ai relevé les 5 gros favoris de cet Euro avec l'Espagne qui est venue se coller dès la première journée. On commence avec Allemagne-Suisse. Valentin. Honnêtement, est-ce que l'Allemagne ne ferait pas tourner ce match-là? Donc, est-ce qu'on pourrait pas assister à un match nul? Mais même en tournant, honnêtement, je pense qu'ils ont suffisamment de talent. Donc non, moi je pense que l'Allemagne peut aller. Allez, je me jette à l'eau 2-0. Ok, Martin? Moi, je vois la première grosse surprise de cet Euro. Parce que l'Allemagne, certes, est déjà qualifiée, mais la Suisse est à 4 points. Si les Suisses l'emportent, ils passent devant l'Allemagne. Donc, et je pense que l'Allemagne, comme tu as dit, Val, ils vont faire tourner. Donc je vois bien un gros braquage, un hold-up des Suisses contre les Allemands. Et aller, s'il faut se mouiller, je vois un 0 ou même 2-1 avec un dernier but en fin de match des Suisses sur une vieille contre-attaque. Donc voilà, première surprise, ouais, je vois la Suisse gagner. Pas mal. Sachant que ça se tient avec le match nul, vu qu'ils vont faire tourner, hein, clairement, on le sait, ils vont faire tourner, à moins de sécuriser vraiment cette première place. Dans ce cas, là, c'est un peu cramé pour les Suisses. Moi, je me mouille, je mets quand même une victoire de l'Allemagne, 1-0. Donc là, on va être quand même sur un match très serré. De toute façon, je vous rejoins, si l'Allemagne fait tourner, ça va être un match assez serré. Mais bon, quand l'Allemagne fait tourner et tu vois les joueurs qu'il y a sur le banc, tu te dis qu'il y a quand même encore une petite marge pour les Suisses. Espagne-Albanie maintenant. Pareil, les Espagnols qui vont certainement faire tourner face aux Albanais, Valentin. Espagne-Albanie, oui. L'Albanie a quand même bien surpris la Croatie, mais je vois quand même peut-être 1-0 l'Espagne. Ouais, je vois un match light. Ouais, 1-0. Martin? Ouais, je vois bien l'Espagne se faire un petit peu peur et les Albanais ont commencé très fort le match en étant assez haut et en allant chercher les ballons, mais il y a quand même une marge de différence entre les deux équipes, donc je vois quand même l'Espagne, même s'ils font tourner, s'imposer 1 ou 2-0. Moi, je vois l'Espagne aussi gagner, même en faisant tourner 3-1. Je vois quand même l'Albanie marquer parce que ça reste quand même une équipe qui nous a surpris depuis le début de cet Euro. Donc 3-1, victoire de l'Espagne. Et ensuite, France-Pologne, ça nous concerne beaucoup plus. Valentin, qui vois-tu s'imposer ou faire match nul? J'espère la France va s'imposer donc 3-1. 3-1 contre la Pologne. Ouais. Je m'amuse pas à décider des buteurs parce que ça peut dépendre. Ok. Moi, sur ce match-là, je vais prendre un risque et je pense que je vais assurer le truc en disant que Thuram va sauver l'équipe de France, va être le porte-drapeau et l'étendard de cette équipe. Il va se révéler aux yeux du monde sur ce match-là. Non, j'y crois pas du tout. Victoire de la France quand même. Victoire de la France, mais ouais, pareil, un match poussif, je pense. Je pense qu'ils seront capables de se faire peur. Et je vois bien 2-1 pour la France. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les Bleus vont s'imposer tranquillement et ça va un petit peu relancer tous les débats. Donc, victoire 3-1 des Bleus, avec quand même un but polonais. Angleterre-Slovénie maintenant. L'Angleterre qui va devoir mettre les bouchées doubles pour s'imposer. Valentin. 2-1 pour l'Angleterre. 2-1, un match compliqué encore. Mais parce que la Slovénie fait un Euro assez mitigé aussi, donc 2-1. Martin? Une purge, 1-0 pour l'Angleterre. Une troisième purge du coup. Moi je vois quand même
Les Anglais voilà, se reprendre un peu. 3-0 pour l'Angleterre face à la Slovénie. Ah ouais. Ouais. Là, oui, c'était la surprise du début d'Euro, mais on va se calmer quand même. L'Angleterre reste l'Angleterre. Géorgie-Portugal. Là, ça peut être intéressant aussi, ce match, Valentin. Un partout. Ok. Un partout. Ouais, partout parce que je sais pas, j'ai envie de voir la Géorgie un petit peu, voilà, éviter d'entrer bredouille. Alors ils ont déjà fait match nul, mais ouais, non, même j'aime bien cette équipe de la Géorgie, intéressante. Mikko Tadze qui fait un très bon Euro, donc ouais, non, un partout, ouais, tranquillement. Martin? Moi, je veux dire 2-1 pour le Portugal. Je vois même la Géorgie ouvrir le score et un peu comme Ouais. leur match contre la République tchèque pour le Portugal, se faire surprendre et revenir au fur et à mesure du match. Donc 2-1 pour le Portugal. Bon, m'en voulez pas, 3-0 Portugal. Non, parce que j'entends le fait qu'ils vont faire tourner, mais on se l'était dit même Valentin, l'équipe B du Portugal, c'est une équipe qui broie en fait toutes les équipes à l'Euro. Enfin, allez, 60% des équipes à l'Euro se font détruire par l'équipe B du Portugal, donc je pense que ça va le faire pour les Portugais, donc victoire 3-0. Après, je peux me tromper, comme en 2022 où ils perdent contre la Corée du Sud en troisième match, mais bon. On passe maintenant au jeu. Le jeu spécial Euro pour conclure cette émission. Vous avez intérêt d'être bons, messieurs, parce que ça reste un jeu assez simple, mais on va voir au fur et à mesure des tours si ça va être aussi simple. Vous allez devoir me citer les 12 meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro. Et là, j'ai mis 12 parce qu'il y en a beaucoup qui sont ex-aequo, et donc on va dire que je me suis arrêté à 12. Ouais. Okay. Valentin, je te laisse la main pour commencer. Cristiano Ronaldo. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro, 14 buts pour Cristiano. Martin. Oh, je suis déjà dans la merde. Il me semble que Platini est bien placé. Ah bah il est juste derrière. Donc Ouais, Platini, vrai. deuxième avec 9 buts en un seul Euro. C'était en 84. C'est fini pour moi après. Et Valentin, à toi. Non, quand même, t'es vache, il y en a d'autres. Antoine Griezmann. Toi, le Griezmann, quatrième avec... troisième ex-aequo avec 7 buts pour notre Tonio national. Martin. Oh la vache. Ah, c'est compliqué là. Oui, après il y a quand même beaucoup de grands noms, mais comme je disais, oui, c'est compliqué d'en sortir un. Ouais, il y en a, j'en vois un qui me vient à l'esprit là, mais est-ce qu'il a performé à l'Euro? Je me dis sur deux éditions, je veux dire David Villa. Ouais. C'est une victoire de Valentin. Oh. C'est une victoire de Valentin. David Villa n'est pas dans les 12 meilleurs buteurs de l'histoire de l'Euro. En tout cas, bravo Valentin pour cette victoire. Bon, je vous attendais quand même meilleur que ça, clairement. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Enfin bref, nous on se retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Ce sera jeudi ou vendredi prochain, parce que voilà, ce sera pour débriefer la phase de groupe et la troisième journée de la phase de groupe de cet Euro 2024. D'ici là, portez-vous bien et profitez bien de cette dernière journée qui risque d'être passionnante dans beaucoup de groupes, dont celui des Bleus. Et voilà, passez une bonne soirée.